Bon matin, bonsoir, bon après-midi et bienvenue à ce premier épisode dans la série sur la représentation des nombres dans l'ordinateur. Aujourd'hui, on va voir la notation positionnelle. Commençons donc. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, on va commencer chaque épisode, chaque vidéo, en énonçant les objectifs pour ce vidéo. Aujourd'hui, on regarde ensemble la notation positionnelle et on aura 3 objectifs principaux. Donc, ces objectifs, c'est qu'il nous faut comprendre que la notation positionnelle dépend d'une base B. Strictement plus grande que 1. Il faut aussi comprendre que, en notation positionnelle, les chiffres, ici j'ai mis des guillemets qui vont s'expliquer plus tard, sont contraints à être plus grands ou égaux à 0, mais strictement plus petits que B. Enfin, il faut comprendre que toutes les bases B plus grande que 1 sont également expressives c'est-à-dire qu'elles ont le même pouvoir pour représenter les nombres. Donc voici nos 3 objectifs pour aujourd'hui. Dans un système positionnel, c'est la position du chiffre à l'intérieur du nombre qui détermine en grande partie sa valeur. Ce n'est pas tous les systèmes qui fonctionnent comme ça. Par exemple, les systèmes dits non positionnels vont au contraire assigner une valeur fixe à un symbole indépendamment de sa position dans le nombre. Ensemble, on va regarder un de ces systèmes-là pour bien comprendre les limitations des systèmes non positionnels. L'exemple qu'on va regarder ensemble, c'est les nombres des anciens Égyptiens. Dans ce système-là, pour écrire 1, je fais une petite barre qui se disait « waouh » en ancien égyptien. Pour écrire 10, donc c'est un système à base 10, rien d'exotique de ce côté-là, je faisais ce petit symbole qui se dit « mèche ». Qu'est-ce que c'est? Peut-être une étoffe pliée, peut-être le joug d'un bœuf, peut-être un talon, on n'est pas sûr. Pour ça, c'est une petite corde roulée qui se dit shant ou peut-être chat. Pourquoi une corde roulée? Peut-être parce que les arpenteurs utilisaient une corde de 100 coudées comme mesure de base. C'est mon hypothèse personnelle. Pour 1000, on trouve la petite fleur de lotus, qui n'est pas sans rappeler la méchante fleur dans Super Mario, qui se disait K. Pour 10 000, le symbole, c'était un doigt qui se disait Tia. Pourquoi un doigt pour 10 000? Je ne sais pas. Pour 100 000, le symbole, c'était un tétard. Une grenouille qui a conservé sa queue jeunesse, qui se disait Fnou. Enfin, pour 1 million, c'est le dieu de l'éternité et, dans une attitude votive, assis, les bras en l'air. Donc voici les symboles qu'utilisaient les anciens Égyptiens pour écrire leurs nombres. Maintenant, comment on les utilise pour écrire les nombres? C'est très simple. Prenons par exemple 365. Bien, pour écrire ce nombre avec ces symboles, j'utilise simplement des répétitions de chacun des symboles avec les valeurs correspondantes. Donc pour 300, c'est 3 fois la petite corde qui vaut 100. Pour 60,
c'est 6 fois le match, qui vaut 10. Et pour 5, c'est 5 petites barres. Bon, on voit une première limitation de ces systèmes-là. Je n'ai pas de symbole pour encoder les répétitions de symboles. Donc, pour exprimer une quantité, je dois répéter le symbole. Ici, si j'avais eu 9, il aurait fallu que je dessine 9 fois le symbole. C'est un peu embêtant. Deuxième limitation, propre aux Égyptiens, c'est que le placement des symboles n'est pas rigide. En fait, on a des exemples où les scribes ont écrit les nombres dans un ordre tout à fait créatif pour bien remplir une case de hiéroglyphes. Un bel exemple de créativité se retrouve dans la petite chapelle blanche de Sésostris Ier à Karnak, où on voit que les niveaux de la crue du Nil ont été consignés, et quand on prend le temps d'examiner les cases où sont écrits les nombres, on voit que le placement est quelconque, ne semble pas obéir à une règle spécifique. Nous, on a tendance à les grouper par magnitude. Les Égyptiens ne faisaient pas forcément ça. Enfin, il y a la liste des symboles eux-mêmes qui est un problème. Ici, je peux représenter des nombres de 1 à 9 999 000. Je n'ai pas de symbole pour 10 millions. Donc, si je voulais écrire un nombre en termes de 10 millions, il faudrait que j'ajoute un symbole à la liste. Qu'à cela ne tienne, me direz-vous, ajoutons-en un. D'accord, maintenant jusqu'à 10 millions, mais pour 100 millions, je n'ai pas de symbole, je dois en rajouter un. Puis pour 1 milliard, puis pour 10 milliards. Et donc, en gros, si je voulais écrire un nombre qui a finalement 30 chiffres de long, je devrais avoir aussi 30 sortes de symboles différents. C'est vraiment pas pratique. Une autre limitation, on n'entrera pas dans le détail, mais c'est aussi l'expression des fractions dans ce système. Pour une raison que j'ignore, les Égyptiens utilisaient des fractions 1 sur quelque chose comme seule fraction valide. Donc des fractions qui n'étaient pas 1 sur quelque chose, par exemple 7 neuvièmes, mais on devait les décomposer comme une somme de 1 sur quelque chose. Complètement farfelu. Donc, les limitations classiques des systèmes non positionnels, c'est des répétitions et une liste de symboles qui n'est jamais assez longue pour écrire les nombres d'une magnitude quelconque. Donc, les systèmes entièrement non positionnels souffrent de plusieurs problèmes. Ceux qu'on a relevés avec le système égyptien qu'on vient de voir, c'est le problème de la répétition. Donc, comme je n'ai pas de code pour encoder les répétitions, si je dois écrire 8 ou 9, bien, je dois faire 8 ou 9 fois le symbole. C'est laborieux. Deuxième problème, c'est justement le fait qu'il soit non positionnel. Ça me permet d'écrire les symboles dans n'importe quel ordre sans changer la valeur du nombre. Ça veut dire que je vous impose la tâche de décoder le nombre avant de comprendre le nombre. C'est pas productif trop non plus. Enfin, le troisième problème, c'est celui-là de la magnitude maximale. Donc, si j'écris un nombre qui est plus grand que tous les nombres que j'ai écrits jusqu'à maintenant, il me manque un symbole. Je dois inventer un nouveau symbole de la nouvelle magnitude. Ça non plus, ça ne marche pas. Donc, un système qui essaie de réparer au moins deux de ces défauts-là, donc à savoir l'ordre des symboles dans le nombre et les répétitions, c'est le système des nombres romains. Avec lequel on devrait quand même être un peu familier. Donc, si j'étais un scribe romain, j'écrirais 1 pour 1, V pour 5. Pour 10, je ferai X, L pour 50. Ça me dit quelque chose d'important sur le système romain. C'est pas tout à fait un système décimal. C'est une espèce de système à deux vitesses, 5-10. Déjà, c'est un peu étrange. Je poursuis. C pour 100, D pour 500 et M pour 1000. Avec ce système-là,
la valeur des symboles va imposer l'ordre. Donc maintenant, avec les nombres romains, je ne peux pas les écrire dans n'importe quel ordre, je vais les écrire dans l'ordre qui nous est familier, du plus grand au plus petit, donc en ordre décroissant. Pour les répétitions, c'est pas tout à fait ça encore, c'est pas tout à fait au point, mais il y a un effort, on dirait mention pour l'effort. 1, 2, 3. Mais pour 4, c'est 1 avant 5. 5, 6, 7, 8, et pour 9, 1 avant 10. Et finalement 10. Ce système de règles-là s'applique à n'importe quelle magnitude. Je pourrais remplacer X par 1000, le M, le V par D pour 500 et les barres par 100, les C. J'aurais le même mécanisme. Par exemple, si je devais écrire 3999, bien, je dois faire 3000, 100 avant 1000 pour le 900, 10 avant 100 pour 90 et 1 avant 10 pour 9. Déjà, c'est plus structuré qu'un nombre égyptien. On part des plus grandes valeurs jusqu'aux plus petites. Il y a des règles pour essayer de limiter les répétitions, parce que oui, quand même, 3 symboles pour 7, c'est mieux que 7 symboles pour 7. Donc, on a quand même un gain de ce côté-là. Par contre, ce système-là souffre encore du problème du symbole maximal. Qu'est-ce que je fais si je veux écrire quelque chose qui est nettement plus grand que 1000? Bon, au fil du temps, les régions, dépendant des sources, il y a plusieurs systèmes qui n'ont jamais été standardisés. Donc, ce n'est pas tous les Romains, tous les gens qui utilisaient les nombres romains qui les écrivaient de la même façon. Pourquoi faire simple quand on peut faire romain? Donc, un de ces systèmes-là, c'est le vinculum, donc la petite barre au-dessus. Vinculum, ça veut dire le lien ou l'attache ou quelque chose comme ça, qui sert de multiplicateur par une valeur spécifique selon le contexte. Ça pourrait être 1000, ça pourrait être 1 million, ça pourrait être 10 000. C'était pas standardisé. Un autre système, nettement plus délirant, qui est l'apostrophe, consistait à ajouter des pattes au M. Donc, un ancien Romain aurait écrit le M de cette façon-là. Je lui rajoute une paire de pattes, je le multiplie par 10. Encore une paire de pattes, je remultiplie par 10. Donc ça, c'est 1000 fois 10 fois 10, 100 000. Mais les règles de répétition s'appliquent encore à ce machin-là. Donc, je vous laisse imaginer comment ça devait être plaisant de faire une division en nombres romains. En fait, les Romains n'avaient pas de bonne façon de faire ça. Ils utilisaient une abaque, donc une table abaque, donc une table avec des colonnes et des rangées, dont j'ignore le fonctionnement en détail. J'aimerais que ça reste comme ça. Où on avait des cailloux qu'on déplaçait dans les cases pour réaliser les calculs. D'ailleurs, ces petits cailloux-là, en latin, se disait calculus, un caillou, calculi, les cailloux. Ils nous ont donné les mots calcul, autant intégral que rénal. Donc, c'est le même mot, caillou. Donc, nous faisons du caillou différentiel et du caillou intégral. Bon, maintenant, ce système-là, c'est pas encore tout à fait au point. C'est quand même un peu mieux que le système égyptien, on pourrait dire. On a réglé le problème des répétitions, on a structuré le nombre, mais on peut faire mieux. On doit faire mieux. C'est pas pratique de faire des calculs dans ce système-là. Heureusement, le système positionnel fait beaucoup mieux que ça. Donc, le système égyptien, comme le système romain, souffre de deux problèmes principaux, à savoir le problème de la magnitude maximale. Donc, si j'écris un nombre plus grand que tous les nombres que j'ai écrits jusqu'à maintenant, je dois inventer un nouveau symbole parce que je n'ai pas de symbole pour la magnitude à représenter. L'autre problème, c'est la répétition. Dans le système égyptien, si je dois écrire 80, je dois faire 8 fois le petit symbole pour 10.
Dans les nombres romains, on essaie de réparer ce problème-là, mais on se ramasse avec VIII au lieu d'avoir un seul symbole pour 8. C'est pas très pratique. Le système positionnel règle complètement ces deux problèmes. D'une part, parce que la position du chiffre dans le nombre détermine la magnitude qu'il représente, et le chiffre lui-même, la répétition de cette magnitude. Donc, pour écrire 80, je n'ai pas besoin d'écrire 8 fois le symbole pour 10. Je vais écrire tout simplement 8 dans la position des dizaines, et c'est clair pour tout le monde. En effet, si j'écris, par exemple, un nombre comme 173,28, ce que je veux vraiment dire, c'est que c'est 1 fois ça, plus 7 fois 10, plus 3 fois 1, plus, finalement ici le point se trouverait là, 2 fois 1 dixième, plus 8 fois 1 centième. Je n'ai pas besoin de donner explicitement les quantités parce qu'ils sont implicites dans la position. Le 8, il est dans la position des centièmes, il représente des centièmes. Bon, je peux écrire ça différemment et ça va nous permettre de comprendre le pattern derrière cette notation-là. Donc, je peux réécrire ça comme étant 1 fois 10 plus 7 fois 10 plus 3 fois 10 plus, le point toujours là, 2 fois 10 plus 8 fois 10 à la 0. Donc, les unités 10 à la 0, c'est 1. 10 à la 1, c'est 10. 10 à la 2, c'est 100. Quand je passe le point, 10 à la moins 1, c'est bien un dixième. 10 à la moins 2, 1 centième. Ce système-là est extrêmement régulier. Si je rajoute un autre chiffre, je vais tout simplement l'écrire avec un autre exposant. Il n'y a pas de limite sur la petitesse des exposants que je peux utiliser, donc je peux me rendre jusqu'à 10 à la moins 160 si je veux. C'est un nombre extrêmement petit. Et de l'autre côté, je n'ai pas de limite non plus, donc je peux écrire 10 à la 2000. C'est un nombre extrêmement grand. Donc, au moins en principe, ça règle totalement le problème de la magnitude des nombres. Je dis en principe parce que même si je peux avoir des nombres aussi grands que je le désire, en pratique, je ne peux pas nécessairement les créer. Je ne peux pas écrire un nombre avec 174 millions de chiffres. En pensée, je peux le faire. De façon pratique, ça ne se fait pas tellement bien. Donc, au moins en principe, je peux écrire des nombres aussi grands que je veux, aussi petits que je veux, et aussi précis que je veux. C'est-à-dire avec autant de chiffres que je veux de précision. Et ça, ni le système romain ni le système égyptien nous permettent ça. Donc, dans notre système positionnel, il suffit de connaître la position du chiffre dans le nombre pour savoir à quelle puissance de 10 il est associé. Une question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi 10 en particulier et pas 12? 12 aurait ses avantages. Il se divise bien par 2, par 3, par 4, par 6, tandis que 10 ne se divise bien que par 2 et 5. La réponse est un bête accident anatomique. On a 10 doigts. Mais 10 n'a rien de magique, en fait, parce qu'il y a d'autres civilisations, d'autres peuples qui ont utilisé des systèmes complètement différents. Par exemple, les Mayas, en 2 extractions cardiaques, utilisaient la base 20, parce qu'on a 10 doigts et 10 orteils. Les Babyloniens, bien avant eux, utilisaient la base 60. Je ne sais pas pourquoi 60 en particulier, mais ce système-là conserve des traces aujourd'hui. Pourquoi on a 60 minutes dans une heure? Pourquoi on a 12 heures dans la journée? Pourquoi on a 360 degrés dans un cercle? C'est la faute aux Babyloniens. Donc, a priori, toutes les bases se valent. L'ordinateur, après tout, utilise la base 2. Je vous avais promis une réponse décevante. Pourquoi la base 2? C'est tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de bricoler un circuit, une machine qui gère 0 ou 1,
qu'une machine, un circuit, qui gère 0 à 9. C'est une réponse pragmatique, toute plate, mais c'est la raison essentielle. Donc, si toutes les bases sont équivalentes, ça veut dire qu'on peut exprimer les nombres dans n'importe quelle base. Ça veut dire qu'il y a aussi des conversions d'une base à l'autre. Donc, on pourrait convertir de la base 6 à la base 10, ou de la base 10 à la base 7, par exemple. Ensemble, on va faire quelques exemples de conversion. Donc, faisons ensemble un premier exemple de conversion. Quand j'écris un nombre dans une autre base, prenons par exemple la base 6, d'abord j'ai le droit de n'utiliser que les chiffres de 0 à 5, donc toujours 0 inclus jusqu'à B-1, peu importe la base. Donc quand j'écris un nombre comme ça, je ne peux pas dire, j'ai pas de vocabulaire pour l'exprimer en base 6 verbalement, mais pour dire que c'est bien un nombre en base 6, je vais mettre un petit indice, ici le 6, qui va me dire que c'est une base 6 et non pas une base 10, parce que ce serait un nombre valide en base 10. Donc, c'est encore le système positionnel, la base change de 10 à 6. Ça veut dire que ce nombre-là, je dois le comprendre comme étant 3 fois 6 à une puissance, plus 4 fois 6, plus 5 fois 6, plus 0 fois 6, plus 2 fois 6, à la 0, à la 1, à la 2, à la 3, à la 4. Donc, l'écrire comme ça nous permet de bien les compter sans se fatiguer. Je fais la conversion. Donc, ça, c'est 3 fois 1296, plus 4 fois 216, plus 5 fois 36, plus 0, donc 0 fois 6, 0, plus 2 fois 1, qui est 2, pour un total de 4934 en base 10. Ici aussi, je vais mettre un indice pour dire que ce n'est pas la base 6, c'est la base 10. Ici, la conversion s'est faite de façon facile parce que on calcule de toute façon en base 10. Si, par exemple, je convertissais vers la base 7, j'aurais pu faire tous les calculs en base 7. Mais ça veut dire que dans ma tête, je dois apprendre à multiplier en base 7, à faire des additions en base 7. C'est pas infaisable. Mais puisqu'on est habituellement bon en base 10, ce qu'on va faire dans les autres exemples de conversion, quand on va convertir d'une base bizarre à une autre base bizarre, plutôt que de faire les calculs dans une des deux bases, on va faire une conversion comme ici en base 10 et ensuite de la base 10 vers la base de destination. On n'a pas de raison fondamentale de faire ça, parce que si on apprenait à faire tous nos calculs dans notre tête en base 13, on pourrait se dispenser de la base 10. Ici, c'est juste une raison, je dirais, paresseuse. On comprend bien la base 10, on calcule en base 10. Pour venir à la représentation du nombre lui-même, on voit qu'on obéit totalement à la notation positionnelle. On a des puissances, puissance quelque chose. On a des chiffres. C'est exactement le même motif qu'en base 10. Donc, la notation positionnelle fonctionne de la même façon, peu importe la base. La seule chose qui va changer, ce sont les chiffres. Les chiffres, avec les guillemets que je vais expliquer dans un instant, vont être contraintes plus grands ou égaux à 0, mais strictement plus petits que B, la base. Bon, pourquoi chiffres avec des guillemets? Strictement, chiffre, ça veut dire 0 à 9. Mais si ma base est plus petite que 10, je vais utiliser moins de chiffres. Je vais utiliser, par exemple, en base 6, 0 à 5. Mais si ma base est plus grande que 10, il va me manquer des symboles. Donc, on va étendre la notion de chiffre pour inclure d'autres symboles. Typiquement, les gens vont utiliser A pour 10, B pour 11, C pour 12, et ainsi de suite. Bon, il ne faut pas s'inquiéter, typiquement, on ne dépasse pas la base 16 en informatique. Donc, une fois que j'ai mes chiffres, je vais avoir mon zéroième chiffre qui multiplie la puissance zéroième de ma base, donc les unités,
Pour la puissance 1 de la base, je vais avoir mon premier chiffre, puis mon second, puis mon troisième, et ainsi de suite. Je peux aller aussi loin que je veux. Dans l'autre direction, si j'ai une partie fractionnaire, ici le point serait là, bien, j'aurais mon moins unième chiffre qui multiplie la puissance moins 1 de la base. Je pourrais avoir mon moins deuxième chiffre qui multiplie la puissance moins 2 de la base, et continuer. Bon, typiquement, les gens n'aiment pas trop avoir des indices négatifs. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va rebrasser ça pour n'avoir que des indices positifs, mais encore des puissances négatives. Donc, si j'ai P chiffre après le point, je peux réécrire cette puissance-là comme étant 0 moins P. Par exemple, ici, j'ai deux chiffres après le point. C'est 0 moins 2, ça donne moins 2. Donc, ça veut dire que je peux écrire ma puissance la plus petite comme 0 moins P fois le zéroième chiffre, plus 1 moins P fois le premier chiffre, plus 2 moins P fois le deuxième chiffre, plus 3 moins P fois le troisième chiffre, et ainsi de suite. Ici, j'ai plus d'indices négatifs, mais j'ai encore des puissances négatives. Ça généralise très bien la notation positionnelle avec P chiffres après le point. Ça, c'est un peu laborieux à écrire au long. Ce qu'on va faire, c'est, on va dire que ça, c'est égal à la sommation, donc le grand sigma ici, le S avec les coins pointus, c'est la somme de I de 0 à 3 du ième chiffre fois B puissance I moins P. Et ça, c'est la forme absolument générale de la notation positionnelle avec P chiffre après le point. Ce n'est pas la seule façon de le faire, mais c'est une des façons les plus simples. Et aussi, ça généralise à base quelconque. Et ici, les chiffres sont toujours contraints à être plus grands ou égaux à 0 et plus petits que B. Encore une fois, si on a besoin de plus de symboles, on a recours à ceux-ci. Vous pouvez inventer d'autres notations, mais celle-ci est presque standard, on pourrait dire. Ça montre complètement que le système positionnel fonctionne entièrement indépendamment de la base et du nombre de chiffres après le point. Donc, pour convertir un nombre de la base B à la base 10, il me suffit d'appliquer la définition de la notation positionnelle. Je prends chacun des chiffres, je le multiplie par la puissance de la base qui lui correspond, j'additionne tout ça, j'obtiens un nombre en base 10. Sauf que cette procédure de conversion fonctionne accidentellement, dans la mesure où j'obtiens un nombre en base 10 seulement parce que j'ai fait tout mon arithmétique en base 10. Si je reprenais la procédure et je faisais tous mes calculs en base 7, j'obtiendrais un nombre en base 7. Ça veut dire qu'au moins, en principe, maintenant, j'ai une méthode pour convertir de n'importe quelle base à n'importe quelle autre base. Mais cette méthode a un inconvénient majeur, c'est que je dois faire mon arithmétique dans la base de destination. Si ça ne semble pas poser de problème a priori quand je transfère la base 5 à la base 10, c'est nettement moins plaisant si je transfère de la base 5 à la base 19. Parce que maintenant, je dois faire mon arithmétique en base 19 et donc apprendre mes tables de multiplication de 19 et mes tables d'addition de 19. J'ai zéro envie de faire ça. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est prendre le nombre dans la base d'origine, l'amener en base 10 et de la base 10, l'envoyer dans la base de destination, mais sans faire l'arithmétique dans la base de destination. On va tout faire en base 10. Pour bien comprendre l'algorithme que je vais vous présenter dans un instant, on a besoin de deux choses. La première chose, c'est la division euclidienne. C'est la division petite école, où on fait 17 divisé par 5, ça donne 3 reste 2.
Donc, si on comprend comment faire ça, c'est un problème de régler. La deuxième chose dont on a besoin, c'est plutôt une observation, c'est que si j'ai un nombre en base B quelconque et que le dernier chiffre est 0, ce nombre est forcément multiple de la base. On n'a pas de difficulté à se convaincre en base 10. 170, c'est clairement un multiple de 10. Bon, on a le même phénomène, peu importe la base. Conséquence de cette observation-là, c'est que si je prends le nombre qui termine par 0, qui est un multiple de B, la base, je le divise par la base, j'enlève le 0. Ou, alternativement, on peut comprendre ça comme je prends le nombre et je décale tous ces chiffres de une position vers la droite et j'oublie le dernier. Armé de ces deux choses-là, on est tout à fait en mesure de comprendre l'algorithme que je vous présente maintenant. L'algorithme de conversion va procéder par extraction successive des chiffres. On se rappelle, si j'ai un nombre en base B qui termine par 0, diviser le nombre par B a pour effet de laisser tomber le 0 et de décaler tous ces chiffres d'une position vers la droite. Cependant, si mon nombre ne termine pas par 0 et que j'utilise la division euclidienne pour le diviser par B, le reste de la division et le dernier chiffre en base B et le quotient vont être tous les chiffres du nombre, sauf le dernier, décalés d'une position. Il ne me reste plus qu'à répéter la procédure et de sortir un par un les chiffres en base B jusqu'à ce qu'il me reste 0. Faisons ensemble un premier exemple. Donc, disons que je veuille convertir 173 base 10 vers la base 7. Donc, j'ai 173 divisé par 7, ça me donne 24, reste 5. 5 est mon premier chiffre. 24 divisé par 7, ça me donne 3, reste 3. 3 est mon second chiffre. 3 divisé par 7, ça me donne 0, reste 3. C'est mon dernier chiffre parce que j'ai plus de quantité à convertir. Donc, j'ai 173 en base 10 qui devient 335 en base 7. Évidemment, je ne devrais pas dire 335, mais je n'ai pas de vocabulaire pour dire des centaines en base 7. Vérifions que je ne me suis pas trompé. Donc, 335 en base 7, qu'est-ce que c'est? C'est 3 fois 7 à la 2, plus 3 fois 7, plus 5, donc fois 7 à la 0. Ça, c'est 3 fois 49, plus 3 fois 7, plus 5. Ça donne 147, plus 21, plus 5, qui donne bien 173 en base 10. Faisons un second exemple. Convertissons, disons, 8423 en base 10 vers la base 5. Encore une fois, j'applique l'algorithme. 8423 divisé par 5. Ça me donne quoi? Ça me donne 1684. Reste 3. 1684 divisé par 5, ça me donne 336. Reste 4. 336 divisé par 5, ça me donne 67. Reste 1. 67 divisé par 5, ça me donne 13, reste 2. 13 divisé par 5, ça me donne 2, reste 3. Et enfin, 2
divisé par 5, ça me donne 0. Donc, l'algorithme va arrêter. Reste 2. J'ai donc 8423 en base 10. C'est 2, 3, 2, 1, 4, 3 en base 5. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et vérifier vous-même que la réponse est correcte. Faisons un troisième et dernier exemple, cette fois-ci en binaire. Donc, je vais convertir 231 de la base 10 vers la base 2. J'applique le même algorithme. 231 divisé par 2, c'est quoi? C'est 115. Reste 1. 115 divisé par 2, c'est 57. Reste 1. 57 divisé par 2, c'est 28. Reste 1. 28 divisé par 2, c'est 14. Reste 0. 14 divisé par 2, c'est 7. Reste 0. 7 divisé par 2, c'est 3. Reste 1. 3 divisé par 2, ça donne 1. Reste 1. Et enfin, 1 divisé par 2, c'est égal à 0. Donc, l'algorithme va terminer. Reste 1. J'ai donc 231 en base 10. C'est dans l'ordre inverse. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 en base 2. On va vérifier que c'est vrai. Donc, à la 0, à la 1, à la 2, à la 3, à la 4, à la 5, à la 6, à la 7. Donc ça, c'est 2 à la 7, plus 2 à la 6, plus 2 à la 5. Ici, à la 4 et à la 3, c'est 0. Donc 2 à la 2, plus 2 à la 1, plus 2 à la 0. Ce qui me fait bien 128, plus 64, plus 32, plus 4, plus 2, plus 1, qui donne bien 231 en base 10. On remarque que l'algorithme est un peu différent avec la base 2. En fait, il est plus simple. C'est plus facile de diviser par 2 que par 7. Et le reste dépend seulement du nombre d'entrées, savoir s'il est pair ou impair. Donc ici, s'il est impair, le reste c'est 1. S'il est pair, le reste sera 0. Donc c'est beaucoup plus facile de le faire dans sa tête que diviser par 13 ou 17. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les exemples qu'on vient de faire, mais plus la base est petite, plus le nombre est long. Effectivement, si je pars d'un nombre en base 10 quelconque et je l'exprime dans une base plus petite, disons la base 3, j'obtiens un nombre qui est plus long. C'est encore pire si je l'exprime en base 2. C'est encore plus long. À l'inverse, si je prends une base plus grande, par exemple la base 16, l'hexadécimal, j'obtiens un nombre qui est plus court. Rappel, quand j'ai une base plus grande que 10, pour les chiffres 10, 11, 12, 13, on utilise A, B, C, D, etc. Donc, il y a un lien direct entre la longueur du nombre et la base. Dans un sens, ce n'est pas surprenant parce que si j'ai peu de chiffres, je dois en utiliser beaucoup pour représenter un nombre de combinaisons qui me permet d'exprimer mes nombres. De la même façon, si j'ai beaucoup de chiffres, ça m'en prend peu pour exprimer le même nombre de combinaisons. La relation entre
la longueur du nombre et la base, est donnée par cette formule. Donc, pour un nombre n, il aura environ log à base b, chiffre en base b. Bon, on va se débarrasser du à peu près égal. On va obtenir une formule qui est juste par déduction. Donc, disons que je prends un nombre quelconque, 3 chiffres. Je vois qu'il est plus grand ou égal à 100, qui a aussi 3 chiffres. Si je vais plus petit, je tombe à 2 chiffres. De l'autre côté, il est plus petit que 1000, qui a 4 chiffres. Sauf que je remarque que 100, c'est 10 à la 2. 1000, c'est 10 à la 3. Et 395, c'est quelque chose comme 10 à la 2,59, 3 petits points. Donc, un nombre qui est compris entre ces deux extrêmes va avoir un exposant qui est entre ces deux extrêmes. Sauf que 100, ça a beau être 10 à la 2, ça a quand même 3 chiffres. Même chose pour 1000. 1000, ça a beau être 10 à la 3, mais a 4 chiffres. Et lui, ben, j'ai pas 2,59 chiffres, mais j'en ai 3. Donc, je dois inclure un arrondi de plus 1 environ. Mais en fait, c'est pas exactement plus 1 que je dois faire. Ce que je dois faire, c'est prendre le log à base b du nombre, prendre seulement la partie entière, en réalité arrondie vers le bas, plus 1. Quand je suis exactement une puissance de la base, j'obtiens un exposant qui est entier. Donc ça ici, il n'y a pas de problème, ça donne un entier. Comme ici, j'ai besoin de 2 plus 1 qui donne 3. J'ai mon plus 1. À l'autre extrême, ici, 1000, c'est la même chose. Le log à base 10 de 1000, ça me donne 3, mais j'ai besoin de 4 chiffres. J'ai mon plus 1. Ici, j'ai besoin de 3 chiffres. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 2,59 comme exposant. La partie entière arrondie vers le bas, c'est 2. 2 plus 1 me donne bien 3 chiffres. Donc maintenant, on dispose d'une formule toute mignonne pour nous dire comment long est un nombre en base B. Et vous pourrez vérifier que si le nombre est exact, ça marche très bien. Et plus grand que 0. Pour venir à notre algorithme de conversion, on voit qu'il n'est pas capable de gérer les chiffres après le point. Parce que de la façon dont il fonctionne, c'est on commence par extraire les unités. Après ça, on passe à la puissance suivante. Et comme ça, on finit par épuiser tous les chiffres qui sont avant le point. Mais cet algorithme-là ne fait qu'avancer dans les exposants. Nous, on aurait besoin, pour extraire les chiffres après le point, de reculer. Donc, il y a deux choses qu'on peut faire. Soit on peut bricoler l'algorithme original, faire une partie qui extrait les chiffres avant le point, une autre qui est après le point, mais c'est peut-être pas une bonne façon de procéder. On essaie de trouver une procédure beaucoup plus générale. On pourrait, par exemple, commencer par le chiffre le plus significatif et reculer, traverser le point et continuer. Mais on sait comment faire ça parce que la formule pour la longueur des nombres donne déjà une bonne information sur le plus grand exposant dans un nombre. On se rappelle, 395, le log à base 10 de 395, c'est 2 points quelque chose. Et effectivement, le plus gros exposant de la base, 10, c'est à 2. Donc, on pourrait utiliser cette information-là pour, finalement, tirer le log à base b du nombre, obtenir l'exposant le plus élevé de la base, soustraire du nombre le plus grand multiple de la plus grande puissance de la base. Il nous reste le reste qu'on pourra recommencer et extraire encore une fois le chiffre le plus significatif du reste. Par exemple, 395, ben c'est 3 fois 100 plus 95, donc on va trouver
que l'exposant le plus grand de la base, 10, c'est 2. On va faire 395 divisé par 100 nous donne 3, reste 95. On a le premier chiffre. Ensuite, on fait la même chose à 95. Donc, c'est 9 fois 10 à la 1. Il reste 5. On extrait 9, il nous reste 5. Mais on pourrait continuer après le point, parce qu'il n'y a rien qui nous empêche de faire les exposants 2, 1, 0. On passe le point, moins 1, moins 2, moins 3, et continuer. Donc, on pourrait généraliser ça, puis systématiser ça et faire un algorithme avec. Donc, faisons donc. Je vais trouver x, le plus grand exposant log b. Donc, je m'intéresse à faire une conversion en log b, en base b, d'un certain nombre. J'ai mon nombre n, et donc, tant qu'il me reste quelque chose, et en fait, on va choisir une petite quantité qui s'appelle epsilon, qui n'est pas forcément 0, mais qui peut être très petite, 10 à la moins 6, 10 à la moins 10 ou 10 à la moins 50, si vous voulez, qui va nous permettre de finalement arrêter l'algorithme quand on va avoir assez de précision. Parce que ça se peut que quand on va convertir en base B, on ait une expansion infinie de décimales. C'est embêtant, il faut arrêter. Donc, x est mon premier exposant. Je trouve le premier chiffre, qui est mon n, divisé par cette plus grande puissance de la base, plancher. Donc, je prends la partie entière, je fais la division euclidienne. Donc, 395 divisé par 100 me donne 3, reste 95. Il me reste seulement qu'à y mettre le C. Donc, j'affiche le chiffre. Maintenant, je calcule le reste. Donc, n devient n moins c fois b puissance x. Donc ça, c'est garanti d'être un entier parce que ça, c'est un entier et ça aussi. Je passe à l'exposant plus petit. Et si je finis par me rendre à l'exposant moins 1, on vient de traverser le point, j'émets le caractère point. Donc cette procédure-là va me permettre d'obtenir une conversion avec une précision epsilon assez petite, peut-être 0. Si ça donne que la conversion arrive juste, le reste va être plus petit que epsilon, il va être 0. Il va être plus petit que 10 à la moins 10. L'algorithme termine. Sinon, bien, je peux paramétrer en fonction de la précision voulue. Faisons donc un exemple. Si je prends, par exemple, 173.284, aucune raison particulière pour ce nombre, et que je veux le traduire en base 6. Non plus, pas de raison particulière pour la base 6. J'aurais pu choisir la base 7, la procédure sera la même. Donc, je commence par trouver l'exposant. Donc, le log à base 6 de 173.284, c'est 2. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de touche log à base B, le log à base B de n est donné par l'identité suivante, donc c'est le logarithme naturel de n sur le logarithme naturel de la base. Comme ça, vous pouvez tirer les logs à la base que vous voulez. Donc, mon premier exposant va être 2. Ça veut dire que mon premier chiffre qui est n divisé par b à la plus grande puissance, donc ici c'est 6 à la 2, donc ça me donne 173.284 divisé par 36, et ça me donne 4. Donc j'émets 4, c'est mon premier chiffre, le plus significatif. Je réduis mon nombre par
finalement la puissance que je viens de retirer et je retrouve que 4 fois 36 c'est 144, il me reste 29,284. Mon exposant descend de 1 et je tombe à 1. Maintenant, j'ai mon prochain chiffre, ça va être 29,284 sur 6. Je trouve 4. Donc, j'émets 4. Je soustrais 4 fois 6 de 29. Mon n devient 5,284. Mon x devient 0. Donc, b à la 0, si b n'est pas 0, ça donne 1. Si b est 0, c'est 0 à la 0, c'est indéterminé. Je continue. Mon prochain chiffre, c'est 5,284 divisé par 1. Donc ça, c'est pas tellement difficile. Ça me donne 5. Mon prochain chiffre, c'est 5. Je poursuis ici. Maintenant, il se passe quelque chose. Mon x devient moins 1. J'ai franchi le point. Je dois émettre point. Mon prochain chiffre, c'est mon reste. Donc, 0,284 divisé par 1/6. Ça, c'est la même chose que multiplier ici par 6. Opération de fraction de base. Et je trouve que c'est 1. Mon prochain chiffre, c'est 1. Bon, on pourrait continuer encore très longtemps. Je vais faire encore une itération. Donc ici, mon n devient ça moins 1/6. Il me reste 0,1173 périodique. Donc il me reste encore des trucs. X devient moins 2. Donc mon prochain chiffre va être donné par 0,1173 sur 1 sur 36. Et ça, je trouve que c'est 4. J'émets 4. On va arrêter ici parce que, bon, la vie est courte pour tout le monde, mais ça me donne que mon nombre converti est 4, 4, 5, 4, 3 petits points parce que je n'ai pas fini, il me reste encore un reste, justement, en base 6. Quand je fais la vérification, donc on fait comme on a fait, on multiplie par 4 fois 36 plus 4 fois 6 plus 5 fois 1 plus 1/6 plus 4 fois 1/36, on n'arrive pas tout à fait au nombre, parce qu'on n'a pas fini la conversion. Mais je suis pas mal près. Si je continuais, je pourrais me rapprocher de plus en plus, puis éventuellement, peut-être j'arriverais même avec un reste de 0, j'arriverais exactement. Mais en fait, moi, j'ai utilisé l'ordinateur pour le faire parce que, encore une fois, la vie est courte. Je trouve que c'est seulement après 15 tours de boucle qu'on arrive assez proche du nombre avec 173,283. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 3 petits points. Mais ça, c'est seulement après 15 itérations. C'est long. Normalement, ça ne pose pas de problème parce qu'on va demander à l'ordinateur de le faire. Un ordinateur, il n'y a pas de problème. Vous utilisez un logiciel de mathématiques symboliques numériques comme Mathematica ou un autre, vous pouvez lui demander « Donne-moi 10 000 chiffres ». Il va le faire très rapidement. Nous, faibles humains, c'est pas mal moins le fun à faire. Maintenant, je vous invite à faire pause et vérifier que ce résultat-là est bien exact. Faisons un deuxième exemple, cette fois-ci en base 2. Donc, on va convertir 47,51, la base 10, vers la base 2. Première chose, on trouve l'exposant. Donc, log à base 2 de 47,51, plancher, c'est 5.
On n'a pas besoin d'avoir recours à la calculatrice parce que les puissances de 2, on devrait éventuellement les apprendre par cœur. Donc on a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ici, le nombre est entre 64 et 32. 32, c'est 2 à la 5. On a notre exposant, donc pas besoin d'avoir recours à la calculatrice. Mon exposant, c'est 5. Mon premier chiffre, 47,51 sur 2 à la 5. Il va une fois, donc ça me donne 1. J'émets le premier chiffre, le premier bit, chiffre en base 2. X devient 4, mon exposant descend, et mon reste devient 15,51. Donc, j'ai une fois 32 à soustraire de 47,51. Mon deuxième chiffre, donc c'est 15,51 sur 2 à la 4. 2 à la 4, c'est 16. Ça donne 0. Donc, j'émets 0, mais je vais devoir soustraire 0 fois 2 à la 4 de 15. Donc, n est inchangé, mais je passe à la puissance inférieure. Le prochain chiffre, c'est donc 15,51 sur 2 à la 3, qui est 8. Ça fait 1. J'émets 1, et maintenant, mon reste devient 15,51 moins 8. Ça me donne 7,51. X devient 2. Prochain chiffre, donc 7,51 sur 2 à la 2 qui est 4. Ça me donne 1, donc j'émets 1. Mon reste devient 7,51 moins 4, 3,51. L'exposant devient 1. Prochain chiffre, 3,51 sur 2 à la 1 qui est 2. Ça me donne encore 1. J'émets 1 et mon reste devient 3,51 moins 2, 1,51. Mon exposant devient 0. Prochain chiffre, je continue. 1,51 divisé par 2 à la 0 qui est 1. Ça me donne 1. J'émets 1. Mon reste devient 0,51 parce que je fais une fois 1 à soustraire de 1,51. Mon exposant tombe à moins 1. Je dois y mettre mon point. Prochain chiffre, 0,51 divisé par une demi, donc 2 à la puissance moins 1, c'est une demi. Ça me donne 1. J'émets 1, je soustrais et mon reste devient 1 centième en base 10. À ce moment-là, j'arrête parce que, bon, la vie est courte, j'en ai marre, mais aussi parce qu'il faudrait faire encore 6 tours de boucle pour me rendre à la prochaine puissance de 2 qui est capable de soustraire quelque chose de 1 centième. Encore une fois, les puissances de 2, 1 64e, 1 128e, ça va être 1 128e, c'est x moins 7, donc c'est 2 à la moins 7. C'est très long. Mais c'est pas mal parce que j'arrive quand même à 1, 0, 1, 2, 3.1. Et il me reste seulement, toujours en base 2 ici, en base 100. Donc, je suis assez près. Armé de beaucoup de patience, je pourrais continuer. Et finalement, arriver à un développement qui est très très près, qui est aussi près que je veux. Mais, je vais vous le laisser en exercice. On va finir cette vidéo en parlant des bases habituelles, celles qu'on va utiliser tous les jours. Naturellement, il y a la base 10, qui est due juste à un bête accident biologique, on a 10 doigts. Un peu comme la base 2, qui est l'autre base qu'on va utiliser souvent, comme informaticien en tout cas, qui est aussi, elle, due à un accident technologique. Et la raison pourquoi la base 2 est utilisée dans l'ordinateur, c'est tout simplement parce que c'est plus facile de bricoler un circuit qui gère 2 états que 10 ou 17. Les autres bases usuelles que vous allez rencontrer relativement souvent, la base 8,
Vous allez les rencontrer, par exemple, dans des commandes de style Unix pour changer les permissions sur des fichiers. La base 16, que vous avez déjà rencontré si vous avez fait du HTML. Donc, quand on définit les couleurs avec FFE, machin, c'est un nombre en 24 bits en hexadécimal. En gros, ces 4 bases-là vont être nos amis. Ou non, c'est à vous de voir. Mais je vais finir sur un truc de conversion qui va vous sauver des heures de travail, éventuellement. Si je prends un nombre binaire quelconque, ici il n'y a pas de signification mystique, et que je regroupe les bits par groupe de 3. Chacun de ces groupes de 3 définit un nombre entre 0 et 7. Ça donne bien la base 8, c'est entre 0 et 7. Ça ici, ça me donne 6. Ça me donne 2. Ça me donne 5. Et ça me donne encore 5. Et ça me donne 5, 5, 2, 6 en base 8. Si je groupe par 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ben ça donne bien, ça me donne des chiffres entre 0 et 15. Ça donne bien la base 16, c'est entre 0 et 15 aussi. Donc, ça ici, c'est 6. Ici, c'est 5. Et ça, c'est 11. On se rappelle, quand on dépasse 9, A, c'est 10, B, c'est 11. On obtient la conversion immédiate du nombre en base 16. Le truc marche dans n'importe quelle direction. Donc, je peux partir de octal, base 8, et prendre chacun des chiffres et les écrire en binaire. J'ai une conversion en binaire. Je peux les regrouper par 4, et voilà, j'ai une conversion en base 16, en hexadécimal. Éventuellement, vous pouvez même le faire dans votre tête. Quand vous êtes habitué à énumérer les chiffres en base 7 ou en base 15 et associer le motif de bits, de binaire en dessous, ça devient tout à fait naturel. Et ça vous sauve une tonne de problèmes pour les conversions. Si on le faisait de façon naïve, il faudrait prendre le nombre en binaire, le ramener en base 10, et après ça, refaire l'algorithme de conversion pour l'amener soit en base 16, soit en base 8. C'est extrêmement laborieux et c'est pas nécessaire. Ce qui est le fun, c'est que cette astuce-là fonctionne peu importe la base. C'est pas tout à fait vrai. Si j'ai une base de départ, disons la base B, je peux grouper K chiffres et j'arrive en base BK. B puissance K. Ça veut dire que, par exemple, si je pars d'un nombre en base 5, je le groupe par 3 chiffres en base 5, ça me donne automatiquement la base 125. Si je le groupe par groupe de 2, ça me donne la base 25. Bon, c'est plus intéressant quand la base est petite, le B initial est petit, parce que, par exemple, en base 10, si je prends des groupes de 3 chiffres, ça me fait la base 1000. Ça veut dire qu'en principe, je devrais avoir 1000 symboles pour les représenter. C'est pas le fun. Mais, base 2, vers base 7, base 16, ceux-là, ça devrait être vraiment vos amis. Nous voici enfin arrivés à la conclusion de ce premier épisode. Je vais vous rappeler les objectifs qu'on avait dès le départ. On en avait 3. Le premier, c'était de voir comment une notation positionnelle dépend d'une base plus grande qu'un. Ça, on a fait plusieurs exemples. Je pense que c'est atteint. Le deuxième objectif, c'était de comprendre pourquoi les chiffres d'une base sont plus grands ou égaux à 0, mais plus petits que la base. Au fil des exemples qu'on a fait, je pense que ça aussi, c'est clair. On fait toujours des restes
de division. Et si on divise par 6, mais le reste, c'est forcément entre 0 et 5 inclusif. Le troisième objectif, un peu plus difficile à voir, c'est que pour une base plus grande que 1, elles sont toutes également expressives. Mais ça, on devrait en être convaincu parce qu'on a fait plein d'exercices de conversion d'une base à l'autre. Et au moins en principe, si on est assez patient, on tourne la manivelle assez longtemps, on devrait être capable d'exprimer les nombres avec une précision désirée d'une base à l'autre sans problème. Enfin, une question dont on n'a pas tenu compte, c'est la représentation des nombres négatifs. Mais ça, c'est pas grave, parce que c'est le sujet du prochain épisode. Donc d'ici là, soyez sages.